Bonjour, bienvenue dans IDES, le balado de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, COMRAD, qui explore la place qu'occupent les droits économiques et sociaux dans les droits de la personne au Québec. Ce balado s'inscrit dans une série destinée à souligner le 50e anniversaire de la Charte des droits et libertés de la personne. Malgré le tumulte engendré par le projet de loi 1, loi constitutionnelle de 2025 sur le Québec, qui risque, s'il était adopté, de débalancer la place qu'occupe la Charte québécoise dans notre ordre juridique, il est important de marquer le 50e anniversaire de cette charte distinctive du Québec en raison de la place qu'elle accorde aux droits économiques et sociaux. Je suis Christine Vézina, professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval. Je suis chercheur principal de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, COMRAD, qui rallie des co-chercheurs des différentes universités québécoises ainsi que de l'Université d'Ottawa et de l'Université de Colombie-Britannique, des partenaires institutionnels et de la société civile. L'objectif de COMRAD est de propulser les droits économiques et sociaux au Québec. À la différence de la Charte canadienne des droits et libertés, la Charte québécoise contient un chapitre entier qui est dédié aux droits économiques et sociaux, le chapitre 4. C'est un trait distinctif qui lui est propre et qui demeure encore aujourd'hui sous-exploité tant par les tribunaux judiciaires et administratifs que par le législateur et les autorités gouvernementales. Plus précisément, dans le balado d'aujourd'hui, nous discuterons du statut particulier des droits du chapitre 4 de la Charte québécoise. Nous avons le privilège de recevoir pour cette discussion la professeure Mélanie Sanson, ma collègue, ici à l'Université Laval, et mon ancien collègue, monsieur le juge Christian Brunel. Alors, je vais présenter nos invités d'abord pour commencer. Donc, Mélanie Sanson est professeure titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, où elle occupe la fonction de directrice de la revue Les Cahiers de droit. Ses principaux champs de recherche et d'enseignement sont la méthodologie du droit et des droits et libertés de la personne. Elle est membre du Barreau du Québec et elle a été assesseure au Tribunal des droits de la personne du Québec de 2011 à 2021. Mélanie a occupé les fonctions de vice-doyenne à la recherche et aux affaires externes et de directrice du programme de doctorat de 2022 à 2024. Elle a auparavant été co-titulaire de la chaire de rédaction Louis-Philippe Pigeon de 2015 à 2020, directrice des cahiers de droit en 2020 et 2021 et directrice des programmes de deuxième cycle en 2021 et 2022. Elle est chercheuse associée à l'Institut québécois de réforme du droit et de la justice, membre du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel, le CEDAC, de notre faculté ici à l'Université Laval, et elle est membre du conseil d'administration de l'Association internationale de méthodologie juridique. La thèse de doctorat de Mélanie a été primée et publiée sous la forme d'une monographie aux éditions Yvon Blais. Cette thèse portait sur les rapports entre la Charte québécoise et le Code civil. Elle est toujours d'ailleurs intitulée Les interactions de la Charte des droits et libertés de la personne avec le Code civil du Québec, une harmonie à concrétiser, publiée aux éditions Minerve, édition Yvon Blais en 2013. Maintenant, je présente Monsieur le juge Christian Brunel. Donc, Christian Brunel est juge à la Chambre civile de la Cour du Québec depuis septembre 2015. Il siège au Tribunal des droits de la personne depuis le 1er septembre 2019 et en assume la présidence par intérim depuis le 3 septembre 2024. Christian Brunel détient un baccalauréat en droit de l'Université Laval, une maîtrise de l'Université d'Ottawa et un doctorat en droits et libertés de la personne de l'Université d'Ottawa. Au moment de sa nomination à la magistrature, Christian Brunel était professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, où il a enseigné les droits et libertés de la personne et le droit du travail pendant 15 ans. Il a prononcé plusieurs conférences et réalisé de nombreuses publications en ces matières. Il a exercé la fonction de vice-doyen au programme de premier cycle et secrétaire de 2007 à 2010. Il était également responsable du groupe d'études en droits et libertés de cette faculté, le GEDEL. Admis au barreau du Québec en 1988, Christian Brunel a exercé en pratique privée, principalement en droit administratif,
dans le domaine municipal et scolaire, en droit civil et en droit du travail. Il fut membre du Comité sur les droits de la personne du barreau du Québec de 2007 à 2015. Il a rendu, à ce jour, près de 850 décisions diffusées par Soquige. Alors, c'est un véritable plaisir de vous recevoir aujourd'hui, Mélanie Sanson, Christian Brunel. Merci de nous accorder de votre temps précieux pour discuter du statut des droits économiques et sociaux dans la Charte québécoise. Pour commencer, j'aimerais d'abord avoir une idée, en fait, des raisons qui vous ont motivé à vous intéresser à la Charte des droits et libertés de la personne, aux droits de la personne, voire même aux droits économiques et sociaux. Donc, je vais d'abord poser la question à Mélanie. Qu'est-ce qui t'a amené, Mélanie, à t'intéresser à ces thèmes? Merci, Christine. D'abord, merci pour l'invitation. C'est un plaisir d'être ici pour parler de la Charte québécoise parce que la Charte québécoise a retenu mon attention très tôt dans mes études au baccalauréat en droit ici à la Faculté de droit de l'Université Laval. Il faut dire que c'est une matière, les droits de la personne, qui m'a été fort bien enseignée par le professeur Christian Brunel, donc. Et dès que j'ai pris la décision de poursuivre au cycle supérieur, il était évident pour moi que mes recherches allaient s'inscrire dans le champ des droits de la personne. Et rapidement, donc, j'ai eu la chance que Christian Brunel accepte de superviser mes travaux et me propose un sujet de recherche fascinant, celui des interactions de la Charte québécoise avec le Code civil du Québec. Je dis un sujet fascinant parce qu'encore aujourd'hui, bien des années plus tard, c'est un sujet qui m'interpelle encore. Et donc, à travers ces recherches doctorales, j'ai pu donc apprendre à mieux connaître la Charte québécoise et à mesurer tout son potentiel, un potentiel qui m'apparaît encore largement inexploité, particulièrement en ce qui concerne la protection des droits économiques, sociaux et culturels. Merci, Mélanie. Je n'avais pas mentionné dans les présentations, en effet, que tu as été dirigée par Christian Brunel au doctorat. Alors, Christian, à ton tour maintenant de nous renseigner, nous informer sur les raisons qui ont motivé qui ont suscité ton intérêt vers les droits de la personne, la Charte québécoise et les droits économiques et sociaux. Pour ma part, je veux aussi vous remercier pour l'invitation. C'est toujours un plaisir de parler de la Charte québécoise en ce qui me concerne. L'amour des droits et libertés est né vraisemblablement lors de mon passage à la faculté de droit. Faut dire que j'ai eu la chance d'avoir le professeur Henri Brun, qui était professeur ici à l'université. Et en fait, mon parcours à l'université a coïncidé avec l'effervescence autour de l'adoption de la Charte canadienne des droits et libertés. J'ai fait mon droit à l'université de 84 à 87 et je me souviens encore d'avoir entendu M. Brun nous parler de l'arrêt Oakes qui venait de sortir en avril 1986. Alors, j'étais dans son cours à ce moment-là. Alors, ça a vraiment piqué ma curiosité. C'est un domaine qui était à ce moment-là en effervescence, si je peux dire. Et puis, par la suite, j'ai fait une recherche dirigée sous sa direction, M. Brun, qui m'amenait à m'intéresser aux chartes des droits dans le contexte de l'immigration. Et puis, à partir de là, j'ai participé à un concours de rédaction qui a été couronné de succès. Et donc, à partir de là, j'ai décidé que les droits et libertés, ça allait être mon champ d'expertise et d'attache à un certain point. Merci beaucoup. Alors, c'est très intéressant puisqu'on voit à quel point le test de Hawkes qui renvoie à la clause de limitation des droits, les liens entre les droits et l'immigration, de nombreuses années plus tard, on est toujours finalement au cœur des enjeux qui retiennent l'attention du grand public en ce qui concerne les droits de la personne. Absolument. Et il faut dire, faut préciser que le professeur Brun, même si la Charte canadienne occupait beaucoup de place à ce moment-là, avait le souci de nous rappeler qu'on avait aussi une Charte des droits et libertés de la personne au Québec. Et ça, évidemment, ça sonnait des cloches dans le sens où c'était un peu gommé de la réalité à ce moment-là. La Charte canadienne avait pris beaucoup de place en raison, disons, des tribulations politiques qui l'entouraient.
Mais donc, on découvrait aussi qu'on avait une charte des droits et libertés, là, typiquement québécoise, si je peux dire. Alors, ça nous amène précisément à notre sujet d'aujourd'hui, hein, puisqu'on est ici pour célébrer, en fait, ce 50e anniversaire de cette charte québécoise. Alors, pour aborder justement la place et le statut particulier des droits économiques et sociaux dans la charte québécoise, j'aimerais d'abord vous poser une première question qui concerne le statut quasi constitutionnel de la charte elle-même. Donc, au niveau de sa forme, la Charte des droits et libertés de la personne est une loi que l'on qualifie d'ordinaire, puisqu'il n'y a pas de procédure de modification spéciale qui est attachée à la Charte québécoise. Donc, pourriez-vous élaborer déjà d'abord et avant tout sur ce statut formel là, de la Charte québécoise? Mélanie? Oui, volontiers. En fait, on dit que la Charte des droits et libertés de la personne est une loi ordinaire sur le plan formel parce que c'est une loi qui peut être modifiée selon la règle de la majorité simple, donc sans majorité qualifiée. Et je dirais d'ailleurs que dans les dernières années, on ne s'est pas gêné là, pour modifier à de nombreuses reprises la Charte québécoise. Et c'est peut-être ce statut de loi ordinaire, précisément, qui fait en sorte que, comme le mentionnait Christian Brunel un peu plus tôt, au départ, la Charte québécoise est passée un peu inaperçue. D'abord, elle n'a pas été adoptée dans un contexte tumultueux comme la Charte canadienne, mais c'était aussi, au point de départ, une loi que l'on qualifiait d'ordinaire, si on veut. Et donc, une loi ordinaire au niveau de la forme, mais les tribunaux judiciaires, quant à eux, lorsqu'ils ont été, justement, interpellés pour interpréter cette charte, la Cour suprême, notamment dans l'affaire de Montigny contre Brossard en 2010, a reconnu à la charte, québécoise un statut particulier, un statut quasi constitutionnel. Alors, qu'est-ce qu'il faut entendre par ce qualificatif de quasi constitutionnel, propre à la charte québécoise? Oui, je reviens un peu sur ce qui a été dit précédemment. C'est vrai que c'est une loi ordinaire, la charte, dans le sens où, comme on le disait, elle peut être modifiée assez aisément par une majorité simple du Parlement. Mais il reste que les élus, à l'époque, l'avaient quand même nommée charte. Le mot charte a en soi une pesanteur juridique importante. C'est pas une loi sur les droits de la personne, c'est une charte des droits et libertés. Donc, il y avait quand même une volonté, je dirais, politique de donner à cette loi-là un caractère tout à fait particulier. La notion de quasi-constitutionnalité a émergé dans la jurisprudence. Il y a une décision de la Cour suprême du Canada qui est passée un peu dans l'oubli, un arrêt Creighton qui émane du Manitoba, si mon souvenir est bon, où la Cour suprême avait dit que les lois sur les droits de la personne, il y avait une loi sur les droits de la personne à ce moment-là qui était en cause devant la Cour, euh, avaient un statut particulier, étaient d'une nature spéciale, commandaient une interprétation particulière. Alors, c'est la jurisprudence de la Cour suprême, émanant d'une province canadienne anglaise, qui a eu une influence ou une pénétration, je dirais, au Québec, c'est-à-dire que la Cour suprême faisait réaliser à tout le monde que ces lois-là, ce n'étaient pas des lois ordinaires. Et donc, on a multiplié les qualificatifs. On a parlé de statut privilégié, statut euh, hors de l'ordinaire, bref, spécial, pour finalement voir émerger ce statut de quasi-constitutionnalité, parce que la Cour suprême énonçait que ces lois-là étaient d'une nature, jusqu'à un certain point, prépondérante sur les autres. Et c'est de là qu'est né le statut de quasi-constitutionnalité, qui est une création jurisprudentielle. Le législateur québécois, lui, avait pris la peine de d'énoncer dans sa charte que certains droits l'emportaient sur les autres. Donc, il avait déjà prévu, si on veut, le statut particulier de certains droits, mais la jurisprudence est venue en quelque sorte prendre le relais de ça en disant toutes les lois sur les droits de la personne au Canada sont des lois particulières qui ont un statut privilégié et auxquelles il faut accorder un poids prépondérant lorsqu'elles sont en conflit avec d'autres règles de droit. Et donc, tu évoques, Christian, justement, cet article 52 de la Charte québécoise parce que tu mentionnes que le législateur a décidé, dans la Charte québécoise de donner un statut prépondérant
à certains droits en particulier, donc les articles 1 à 38 qui sont visés par cette disposition. Donc, seuls les droits civils et politiques ont un statut prépondérant. Alors, comment est-ce qu'on peut expliquer cette portée de l'article 52 qui vise que les articles 1 à 38 à l'exclusion des dispositions prévues au chapitre 4, donc à l'exclusion des droits économiques et sociaux? Est-ce que l'intention, c'était justement euh, de, de, hum, de restreindre la quasi-constitutionnalité des articles 39 et suivants, ou est-ce que c'était d'accorder un statut prépondérant à certaines dispositions, sans toutefois que les articles non visés par l'article 52, c'est-à-dire les articles 39 et suivants, ne perdent de leur quasi-constitutionnalité? C'est difficile d'interpréter quelle était l'intention exacte du législateur. Je pense qu'il y avait quand même une crainte que les droits économiques et sociaux, qui emportent des obligations pour l'État de façon générale, je crois que les élus craignaient de se lier en les énonçant, en reconnaissant leur prépondérance, de telle sorte que la lecture qui était faite, je pense, c'était que c'était les droits consacrés par les articles 1 à 38 qui étaient peut-être les plus importants à leurs yeux, en marge de droits tout aussi importants, selon moi, mais qui pouvaient commander des interventions de l'État ou en fait des investissements de l'État jusqu'à un certain point. Et là, la question qui peut se poser, c'est est-ce que le législateur, en adoptant 52, l'article 52, pour élever au rang de dispositions prépondérantes les articles 1 à 38, est-ce que ce faisant, il ne s'est pas tiré dans le pied jusqu'à un certain point en faisant en sorte que les droits des articles 39 à 48 soient perçus comme étant moins importants? C'est un peu l'impression que ça laisse. Alors que la jurisprudence, elle, de son côté, nous dit ben les droits, ils sont quasi constitutionnels. Elle ne fait pas de distinction selon que le législateur a reconnu une prépondérance ou non. La Cour suprême, la Cour d'appel ont énoncé régulièrement que la Charte québécoise est une loi quasi constitutionnelle, sans faire nécessairement la nuance en fonction de l'article 52. Alors, l'article 52, je pense que sa visée était de lancer le message aux citoyens, voici des droits particulièrement importants qu'on va devoir respecter, mais en omettant les articles 39 et suivants. La résultante de ça, c'est qu'on a un peu l'impression qu'ils sont de moindre valeur. C'est ce qui n'est pas le cas, ce qui ne devrait pas être le cas. Et donc, il y a une distinction à faire entre prépondérance et quasi-constitutionnalité. Tout à fait, tout à fait. On a beaucoup parlé du fait que le caractère quasi-constitutionnel implique ou conduise à reconnaître une prépondérance à la loi, mais la quasi-constitutionnalité, nous enseigne la Cour suprême, implique aussi une interprétation particulière des dispositions de la Charte. Du fait qu'elles sont quasi-constitutionnelles, les dispositions de la Charte commandent tout particulièrement une interprétation que l'on qualifiera de large, libérale, généreuse, téléologique. Une interprétation téléologique, c'est une interprétation qui est en fonction de l'objet qui est poursuivi par la Charte elle-même et par ses dispositions, les objets particuliers de chacune de ces dispositions. C'est ça qui doit guider l'interprétation. Donc, une spécificité aussi dans l'interprétation qui est un peu une importation de ce qu'on a pu observer dans l'interprétation de la Charte canadienne, parce que rapidement, lorsque la Charte canadienne a été adoptée, la Cour suprême nous a dit que ça ne s'interprète pas, une charte constitutionnelle ne s'interprète pas comme une loi ordinaire. Et par la suite, il y a une transposition. Cette méthodologie d'interprétation a été transposée pour l'interprétation des lois quasi-constitutionnelles. Et ça, on l'observe à différents égards. Là, on peut penser notamment aux motifs interdits de discrimination qui sont énumérés à l'article 10 et qui vont faire l'objet justement d'une interprétation large, libérale, généreuse, je dirais évolutive par ailleurs, là, une interprétation qui est très contextuelle, donc évolutive parce que contextuelle. Je reviendrai aussi peut-être sur la question de la prépondérance, parce que je réfléchis encore en termes d'interprétation des lois. C'est assez curieux parce que l'article 52, qui reconnaît expressément la prépondérance de certaines dispositions de la Charte québécoise, effectivement, ça va faire en sorte qu'on n'ait pas tendance à reconnaître que les autres dispositions ont aussi un caractère prépondérant. Et ce faisant, en réalité, ce qu'on fait, c'est une interprétation plutôt littérale, je dirais une interprétation à contrario sur la base
de l'article 52 en disant si l'article 52 reconnaît une prépondérance aux articles 1 à 38, à contrario, les autres dispositions de la Charte québécoise n'auraient pas prépondérance sur les autres lois. Alors que précisément, on nous dit, dans l'interprétation de la Charte québécoise, on doit réfléchir de façon à procéder à une interprétation qui est large, libérale, généreuse, téléologique, et non pas une interprétation qui serait littérale et à contrario. Donc, il y a quelque chose là, sur le plan de l'interprétation de la Charte qui pose difficulté ici, quant à moi. Là. Et ça met en cause peut-être aussi le caractère distinctif du Québec, qui est une société fondée sur le Code civil du Québec. Et donc, on interprète le droit en fonction d'une codification. Et on interagit avec des provinces canadiennes anglaises régies par le common law, où la jurisprudence est d'une grande importance. Et donc, on s'inspire de la jurisprudence, par exemple, de la Cour suprême du Canada. Mais à côté de ça, il y a des gens qui disent, bien, au Québec, on est régi par le Code civil. C'est la loi qui devrait exprimer les intentions du législateur. Et donc, si à l'article 52, le législateur nous dit que ce sont les articles 1 à 38 qui ont prépondérance, on ne devrait pas s'inspirer de la common law pour dire que la quasi-constitutionnalité vient combler la lacune de 52. En fait, c'est une interprétation qui est défendue par certains juristes. Alors, ça met en cause aussi des deux régimes juridiques qui cohabitent, mais qui répondent à des réalités parfois différentes. Et dans ces difficultés auxquelles on est confronté lorsqu'on veut donc interpréter les droits économiques et sociaux, il y a aussi celles associées à ce qu'on appelle les limitations intrinsèques, les limites intrinsèques. Donc, comme tous les autres droits qui sont protégés dans la Charte, on le sait, les droits ne sont pas absolus. Les droits peuvent faire l'objet de limitations à certaines conditions. Ce qui est particulier dans la Charte, c'est que, dans la Charte québécoise, c'est que ces limitations intrinsèques sont intégrées dans le libellé même de certains droits. Dans la majorité des cas, ces limitations prennent la forme des mots dans la mesure prévue par la loi, que l'on retrouve dans quelques articles. Ces mots signifient que le droit prévu dans la Charte, ça signifie en fait qu'il est défini et délimité, ce droit, par ce qui est prévu dans la loi, rien de plus. Mais l'article 45 de la Charte, qui est un droit assez représentatif de ce qu'on entend par droits économiques et sociaux, c'est le droit à des mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent. Il contient, quant à lui, une limitation qui est libellée d'une façon légèrement différente de ce que l'on retrouve dans d'autres dispositions. Donc, pour le bénéfice de nos auditeurs, je vais lire la disposition pour qu'on comprenne bien ce qu'on entend ici. Donc, l'article 45 va comme suit. Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales prévues par la loi, susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. On voit ici que, à la différence des autres articles qui sont, eux aussi, aux autres articles qui incluent également des limitations intrinsèques, on voit qu'ici, on ne dit pas que le droit est dans la mesure de ce qui est prévu dans la loi. On ne fait qu'affirmer que le droit aux mesures d'assistance financière et aux mesures sociales sont prévus dans la loi, prévus par la loi. Donc, la grande question qui me préoccupe depuis de nombreuses années, et je suis contente de la partager avec vous aujourd'hui, quel sens faut-il donner à ces mots prévus par la loi à l'article 45? Je vais laisser peut-être d'abord Mélanie répondre à cette question. Volontiers, d'autant que ça me ramène encore, on voit que je m'intéresse beaucoup aux droits et libertés de la personne, mais aussi à l'interprétation des lois. Et encore là, je pense qu'il y a une belle question d'interprétation ici. Tu mentionnais, il y a des limites intrinsèques qui apparaissent dans plusieurs dispositions du chapitre 4. On en trouve à d'autres endroits dans la Charte québécoise, notamment à l'article 9 en matière de secret professionnel, mais la plupart des limites intrinsèques, on les retrouve justement au chapitre 4 en matière de droits économiques, sociaux et culturels. C'est peut-être pas un hasard. Je pense que ça va de
pair aussi avec le fait que ça apparaisse comme une catégorie particulière de droit qui est peut-être qui peut être garantie avec moins de vigueur. La distinction qu'on observe dans le libellé, comme tu le relèves à l'article 45, c'est intéressant parce que, on sait qu'en matière d'interprétation des lois, la loi doit être considérée comme un tout, hein, et donc à l'intérieur d'une même loi, on doit interpréter les dispositions les unes à la lumière des autres, hein. C'est d'ailleurs prévu dans la loi d'interprétation du Québec. Et avec cette règle qu'on appelle la règle de l'unité du texte, cette idée d'une interprétation en corrélation des dispositions les unes à la lumière des autres, vient cette idée d'une présomption d'uniformité d'expression. C'est-à-dire que si le législateur utilise toujours ou à plusieurs reprises les mêmes mots à maints endroits dans la loi, il est présumé toujours vouloir désigner la même réalité, toujours vouloir donner le même sens à cette expression ou à ces mots-là. À l'inverse, lorsque le législateur utilise des mots différents, des formulations différentes, bien, on peut présumer que sa volonté est différente, hein, qu'il entend donc exprimer une réalité différente, viser une réalité différente. La lecture qu'on peut faire ici à l'article 45, c'est peut-être, et c'est ce qui nous est suggéré dans l'arrêt Gosselin, c'est-à-dire qu'il y aurait une obligation positive pour l'État de prendre des mesures d'assistance financière et des mesures sociales, hein, parce qu'on ne dit pas simplement dans la mesure prévue par la loi, c'est pas amené comme une limite, mais plutôt comme cette idée que des mesures doivent être prévues par la loi. Je suis pas certain que les tribunaux ont pris la pleine mesure de cette distinction rédactionnelle, si je peux dire. Je pense que le réflexe judiciaire, de façon générale, c'est de dire, sur le terrain des droits économiques et sociaux, c'est le législateur qui est maître. Et donc, les mesures d'assistance, c'est lui qui doit les concevoir. Mais effectivement, il y a clairement, comme le dit Mélanie, une distinction rédactionnelle entre l'article 45 et, par exemple, l'article 44 qui parle de la mesure prévue par la loi. Euh, mais à ma connaissance, à ce jour, il n'y a pas eu de longue discussion, du moins en jurisprudence, sur la portée qui devrait être donnée à cette expression prévue par la loi. Et j'avoue en toute candeur que j'ignore, par exemple, les débats parlementaires qui ont pu mener à ce libellé-là. Dans quelle mesure il y avait une volonté chez les élus de distinguer finalement cette notion de limite dans la mesure prévue par la loi versus l'obligation peut-être d'adopter des mesures prévues par la loi pour assurer un niveau de vie décent. Alors, c'est un champ, je crois que professeur Vézina, c'est votre champ d'expertise. Et je crois que c'est un champ qui mérite d'être exploité parce qu'effectivement, à ma connaissance, dans la jurisprudence, on est encore au stade embryonnaire sur l'interprétation de cette disposition-là. Alors, c'est un excellent point et les étudiants pourraient très bien se lancer dans des travaux justement destinés à faire émerger l'intention du législateur au moment de la rédaction, en effet. Et les avocats sont certainement aussi appelés à plaider justement cet argument relatif au libellé qui diffère à l'article 45 comparativement aux autres dispositions dans la perspective là, de la méthode d'interprétation que tu soulèves, Mélanie. Alors maintenant, j'aimerais faire un lien entre les droits économiques et sociaux, et parce que notre emphase était placée juste avant sur le droit à des mesures susceptibles d'assurer un niveau de vie décent. Donc, faire un lien entre cet article 45 et les autres droits économiques et sociaux qui sont prévus dans le chapitre 4 et l'article 48. L'article 48 qui est lui-même partie intégrante là, du chapitre 4. L'article 48 tout de même qui a cette particularité de ne pas avoir justement en son sein de limitation intrinsèque. Alors, cet article 48 protège les personnes aînées et les personnes handicapées de toute forme d'exploitation et, comme je le disais, ne comporte aucune limitation intrinsèque. Et c'est une disposition qui est souvent soumise à l'appréciation du tribunal des droits de la personne. Donc, j'aimerais vous entendre sur les développements qui sont propres à cet article 48 et qui peuvent, je pense, ouvrir des chemins pour les autres droits économiques et sociaux. Écoutez, l'article 48 occupe de plus en plus le tribunal des droits de la personne du Québec.
C'est une disposition à l'égard de laquelle le tribunal a une compétence. On observe aussi, avec des phénomènes comme le vieillissement de la population, euh, de plus en plus de personnes qui vivent longtemps, mais qui parfois ont des pertes cognitives. On voit des situations assez inquiétantes où des proches s'approprient le patrimoine d'une personne âgée qui est en perte d'autonomie pour l'utiliser à leurs propres fins. Euh, le tribunal a développé une jurisprudence assez importante sur cette disposition-là, qu'il qualifie dans la foulée d'un arrêt de la Cour d'appel, l'affaire Vallée de 2005, de disposition quasi constitutionnelle. Et il n'y a pas de, comme vous le dites si bien, il n'y a pas de limite intrinsèque à cet article 48. On n'a pas, par exemple, besoin d'avoir une personne qui est sous tutelle pour qu'il puisse être utilisé avec profit. La Cour d'appel a clairement reconnu que c'était une disposition qui était autonome par rapport au Code civil et aux exigences du Code civil. Et donc, la jurisprudence a développé des critères d'application de cette disposition-là euh, qui semblent effectivement être, comment dire, distinctives par rapport aux autres dispositions du même chapitre de la Charte québécoise. Et pour être bien honnête, cette disposition-là est appliquée dans toute sa force devant les tribunaux. La Cour supérieure, même la Cour d'appel, sont appelés à s'y pencher à l'occasion. Et il n'y a pas de discussion particulière, si ce n'est est-ce que les critères ont été bien appliqués. On parle de vulnérabilité, de mise à profit en faveur de la personne qui a pu exploiter la personne âgée ou en situation de handicap. Et c'est un peu comme si cette disposition-là avait une vie autonome par rapport aux autres droits économiques et sociaux. Mais c'est une disposition très importante qui est de plus en plus euh, euh, plaidée devant les tribunaux du Québec, et ça inclut le tribunal des droits qui reçoit régulièrement des dossiers qui portent sur cette matière. Et si je peux ajouter, ce qui est intéressant avec l'article 48, c'est que c'est là une belle illustration aussi des rapports entre la Charte québécoise et les autres lois. On parlait un petit peu plus tôt du caractère quasi constitutionnel de la Charte québécoise, qui fait en sorte qu'elle reçoit elle-même une interprétation large et libérale, mais ça a aussi pour effet que c'est un outil d'interprétation des autres lois. C'est d'ailleurs mentionné à l'article 53 de la Charte québécoise, hein. S'il y a un doute qui surgit dans l'interprétation d'une autre loi, on va trancher dans le sens indiqué par la Charte. Et donc, l'article 48 est souvent utilisé comme argument d'interprétation, lorsqu'on a à définir la portée d'un droit protégé, par exemple, ou d'une disposition du Code civil, on l'observe aussi de la même façon. Il y a un lien étroit entre l'article 48 de la Charte québécoise et la loi visant à lutter contre la maltraitance envers les aînés et toute personne majeure en situation de vulnérabilité. Donc, ici, l'article 48, qui appartient à la Charte québécoise, joue véritablement, en fait, irrigue le système juridique. Il sert de guide d'interprétation pour les autres lois, là. Alors, c'est intéressant parce qu'on peut penser que peut-être d'autres dispositions du chapitre 4 pourraient jouer ce rôle-là. Il y a aussi quelque chose d'intéressant avec l'article 48. On le mentionnait un peu plus tôt, donc, tribunal des droits de la personne qui a une compétence particulière pour appliquer cette disposition-là. Les tribunaux de droit commun le font aussi régulièrement et c'est sur le plan des réparations, hein, parce que il y a des dommages moraux, des dommages punitifs qui peuvent être accordés sur la base de l'article 48 et il y a très peu d'exemples autres que ceux de l'application de l'article 48. On a des exemples jurisprudentiels dans l'application de l'article 39, qui est une disposition qui ressemble un peu à l'article 48, mais qui vient protéger les droits de l'enfant, qui offre une protection particulière à l'enfant. On peut penser aussi à l'article 46, qui protège des conditions de travail là, qui sont respectueuses du salarié. Donc, ces dispositions-là, même si elles se retrouvent au chapitre 4, on leur reconnaît véritablement une normativité, puis on accorde des réparations qui consistent en des dommages là, sur la base de ces dispositions-là. Ben, justement, c'est un excellent point, la question de la réparation des dommages, parce qu'on a vu tout à l'heure que l'article 52 accorde une prépondérance aux articles 1 à 38 à l'exclusion de l'article 48. Et on peut penser que le principal effet de cette prépondérance, c'est justement de permettre ou enfin l'inopérance des lois non conformes aux droits protégés aux articles 1 à 38, ce qui ne serait pas le cas, par exemple, pour les articles 39 et suivants.
Et dans Gosselin, dans l'arrêt Gosselin étant l'arrêt de la Cour suprême du Canada qui a interprété l'article 45 de la Charte québécoise, et c'est un arrêt qui est fréquemment cité puisque c'est le seul où la Cour suprême s'est penchée sur l'interprétation de l'article 45. Euh, dans cette décision, la Cour nous dit que, compte tenu de l'article 52, et ce n'est pas nécessairement très clair, d'ailleurs, je dois dire, l'arrêt Gosselin, euh, de ce qui relève précisément de l'article 52 ou encore de la limitation intrinsèque. Mais en tout cas, la Cour nous dit que si une loi, une mesure législative n'est pas conforme à l'article 45, ce ne sera pas possible de la déclarer inopérante. Et elle dit aussi, la Cour, que ce ne sera pas possible non plus de rendre des dommages sur la base de l'article 49, d'accorder des dommages sur la base de l'article 49 sans trop expliquer le fond de sa pensée sur ce point-là. Et donc, le lien ici m'apparaît être important à faire avec l'article 48, justement, qui nous démontre que il est possible d'avoir accès à des dommages fondés sur l'article 49 lorsqu'un droit protégé au chapitre 4 n'est pas respecté. C'est bien ça? Oui, évidemment, on peut faire une nuance peut-être. L'article 48 met souvent en situation des particuliers, des personnes privées. Autrement dit, l'exploitation qui est visée par l'article 48, du moins dans l'état actuel de la jurisprudence, elle émane toujours d'individus. À ma connaissance, l'article 48 n'a jamais été mis à contribution pour soutenir, par exemple, que c'est le gouvernement ou l'État qui exploite une personne âgée ou en situation de handicap. Et donc, dans ces conditions-là, les tribunaux se sentent plus à l'aise d'ordonner une réparation, de condamner à une réparation monétaire, par exemple. Alors qu'on sent dans l'affaire Gosselin qu'on est beaucoup plus prudent parce que là, on a affaire à une loi, à l'État. La Cour a le souci de ne pas engager en son nom des frais qui pourraient devoir être encourus par les citoyens et par l'État. Et on parlait de l'article 46 tantôt sur les conditions de travail justes et raisonnables. Cette disposition-là a aussi retenu l'attention à plusieurs reprises, surtout dans des sentences arbitrales, où là encore, on est dans le cadre d'une relation qui est plus de nature privée, entre guillemets, que par rapport à des liens avec l'État, de sorte qu'un arbitre de grief va pouvoir conclure, par exemple, que les conditions de travail qui ont été imposées dans un cas donné sont injustes et déraisonnables et peut se sentir à l'aise pour émettre une condamnation monétaire. C'est peut-être la nuance que j'y vois, moi, qui fait que les tribunaux sont beaucoup plus hésitants lorsque c'est l'État et les fonds publics qui peuvent devoir répondre de la réparation par rapport à des particuliers. C'est une lecture possible. Alors que l'article 49, lui, ne fait pas de distinction. Puis l'article 49, si on regarde la structure de la Charte, l'article 49 vient précisément après le chapitre 4, après les droits économiques, sociaux et culturels, et c'est présenté comme la voie de recours, la disposition sur laquelle on peut prendre appui pour obtenir une cessation de l'atteinte et la réparation de l'atteinte. On ne fait pas de distinction par rapport aux droits, dépendamment de là où il se trouve dans la Charte québécoise. Mais il y a quelque chose... En fait, je pense que c'est un peu dommage. On n'a pas eu d'arrêt Gosselin numéro 2, ça viendra certainement, mais il y a une confusion peut-être qui est entretenue dans l'arrêt Gosselin. C'est peut-être effectivement tout ce contexte particulier qui nous a amené à tirer des conclusions peut-être sur le sens, la nature de l'ensemble des droits protégés au chapitre 4. Parce qu'en réalité, l'article 52, ce qu'il nous dit, c'est que si on a un conflit en deux dispositions, ben, si l'une de ces dispositions, c'est un des articles 138, il va y avoir prépondérance. Hein? C'est une règle de résolution des conflits de loi en réalité à l'article 52. Mais l'article 52 ne nous dit pas que les articles 39 à 48
ne garantissent pas véritablement des droits, hein. J'ai l'impression, lorsqu'on lit Gosselin, c'est comme si on nous dit, mais les articles 9 à 48, ce sont des énoncés de principe, hein. Ils ont une valeur symbolique, comme s'ils n'avaient pas une véritable normativité. Mais le fait qu'on ne leur reconnaisse pas expressément une prépondérance à l'article 52 ne veut pas dire que ce sont simplement des énoncés de principe ou que ce sont des dispositions interprétatives. Parce que dans la Charte québécoise, il y a des dispositions interprétatives. Elles sont dans le chapitre 5. Au chapitre 4, ce sont véritablement des droits, là. Tout à fait. C'est indéniable. C'est indéniable. Maintenant, on a une Charte canadienne des droits et libertés qui monopolise beaucoup l'attention des Canadiens, avec raison, qui ne garantit pas les droits économiques. Dans plusieurs décisions, la Cour suprême a dit cette charte-là ne permet pas de défendre des droits économiques. Et on peut se demander si ce réflexe-là, parce qu'il y a évidemment une obligation de conformité des lois, en fait, d'une loi à la Constitution, est-ce que la Constitution canadienne a un effet paralysant sur le développement du chapitre sur les droits économiques et sociaux, du fait que par sa nature, euh, elle évince les droits économiques? Et donc, est-ce que nos tribunaux, une fois confrontés à des plaidoiries fondées sur les droits économiques et sociaux, ont ça dans le subconscient judiciaire? Je l'ignore. Je l'ignore. Mais en tout cas, ça peut être une explication possible à la prudence importante qui se dégage de l'affaire Gosselin et qui, malheureusement, là, reste l'état du droit, malheureusement ou heureusement, là, selon le point de vue où on se place, là, mais l'arrêt Gosselin n'a pas connu de suite comme telle là, depuis 2002, si mon souvenir est bon. Là. Mais c'est intéressant le lien avec la Charte canadienne, mais il faut se rappeler aussi que dès qu'on a pensé la Charte québécoise, les droits économiques, sociaux et culturels y figuraient, hein. Donc, ça fait en quelque sorte partie de l'ADN de la Charte québécoise. Et c'est intéressant si on parle, si on pense au rapport entre Charte canadienne et Charte québécoise, tu l'évoquais d'entrée de jeu, le projet de loi numéro 1 contient précisément une disposition qui, si elle était adoptée, prévoirait que la Charte québécoise s'interprète distinctement de la Charte canadienne. Alors là, il y a peut-être une volonté précisément de déployer véritablement donc la spécificité de la Charte québécoise et ça pourrait inclure les droits économiques, sociaux et culturels. Par contre, ce qui est particulier, c'est que dans ce même projet de loi-là, on reconnaît un caractère caractère constitutionnel aux droits qui sont protégés par les articles 1 à 38, mais on maintient la distinction en ce qui concerne les droits économiques, sociaux et culturels. Et par ailleurs, on retrouve dans le projet de loi une disposition qui énonce que la Charte québécoise devrait désormais s'interpréter en harmonie avec le Code civil, donc en harmonie avec le droit commun, c'est-à-dire en conformité avec le droit commun, comme si elle devait se mouler sur le droit commun. Alors là, il y a peut-être même un risque d'affaiblissement des protections en matière de droits économiques, sociaux et culturels dans un projet de loi qui, autrement, semble vouloir qu'on dégage une spécificité de la Charte québécoise sur le plan de l'interprétation par rapport à la Charte canadienne. C'est vrai que c'est, j'allais dire, dommage du point de vue, en tout cas, de la protection des droits économiques et sociaux, de constater que ce trait distinctif qu'on a souvent voulu célébrer, ce caractère unique associé à la Charte québécoise, justement du fait intègre un chapitre dédié aux droits économiques et sociaux. Ce serait le seul document en Amérique du Nord à avoir intégré ces droits en son sein. Donc, c'est d'autant plus dommage, comme je le disais, de constater que ce projet de loi 1 ne fait pas de place à cette caractéristique distinctive, justement, si on la compare, cette charte québécoise, à la charte canadienne. Le sujet que vous évoquiez, Christian Brunel, me semble être très porteur, encore une fois, pour un mandat confié à un étudiant dans le cadre d'une recherche dirigée sur cette chape de plomb, en fait, que constituerait la Charte canadienne lorsque vient le temps d'interpréter les droits économiques et sociaux. Peut-être qu'on pourrait voir tout de même dans une forme de protection oblique des droits économiques et sociaux assurés par certaines dispositions de la Charte, notamment l'article 7 sur le droit à la vie, à la liberté, à l'intégrité, une voie de contournement à cet obstacle. Il en demeure pas moins, en tout cas, si on revient à l'arrêt Gosselin, que la Cour a quand même
expressément affirmé dans Gosselin que les droits économiques et sociaux sont censés créer des droits, hein. C'est vraiment les termes mêmes employés par la Cour, bien que par la suite, elle parle de cette réparation qui aurait une portée plus symbolique. On va revenir sur cette question des réparations un peu plus tard. La partie 2 du balado suit dans le prochain épisode. C'était IDES, le balado des idées sur les droits économiques et sociaux de Comrade, la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux. Ce balado s'inscrit dans la programmation de recherche de la communauté de recherche-action sur les droits économiques et sociaux, financée par le Conseil de recherche en sciences humaines du Canada.